Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Éric Leduc et je suis un Québécois en Allemagne au temps du COVID. C'est la première fois que je fais ça, la première fois que j'ai l'élan de m'exprimer comme ça et de lancer ma parole un peu au vent dans le monde entier via YouTube. J'en sens le besoin parce que je comprends pas ce qui se passe. Fondamentalement, je comprends pas ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre que nos gouvernements nous impose un lockdown. Je suis tout à fait conscient que la majorité des gens comprennent pourquoi, et ils semblent comprendre pourquoi avec une ferveur assez forte. Mais moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Ça me touche, ça me travaille vraiment profondément de constater qu'après un mois de lockdown en Allemagne, ici un peu plus qu'un mois même, parce que le lockdown officiel à l'échelle du pays s'est instauré a commencé le 23 mars. En Bavière, j'habite Nuremberg, en Bavière. En Bavière, il a commencé un peu plus tôt. Et ça fait un mois et on a rouvert un peu les choses. C'est-à-dire que maintenant, il y a des commerces qui ne pouvaient pas ouvrir, comme les salons de coiffure, par exemple, sont ouverts présentement. Et en contrepartie, il y a des mesures qui ont été rajoutées. Par exemple, le port du masque dans les supermarchés, entre autres. Un peu partout. C'est-à-dire, c'est obligatoire d'aller faire ses courses avec un masque ou de se déplacer dans les transports en commun avec un masque. Et ça me trouble énormément parce qu'il y a une partie d'incohérence dans tout ça. D'aller faire ses courses avec un masque quand depuis un mois, on fait nos courses sans masque. Et depuis un mois, la pandémie semble se résorber, semble s'en aller, et maintenant il faut mettre un masque. Mettre un masque, c'est lourd de sens, mettre un masque. Mais bon, alors j'y arrive pas à comprendre, c'est lourd de sens parce que on, on se méfie vraiment à un point extrême les uns des autres. On se méfie, tout le monde le sait, autant au Québec qu'en Allemagne, il y a eu de la dénonciation. Euh, et je me sens pas bien dans tout ça, je me sens vraiment pas bien. J'aime pas l'ambiance, ça me fait peur d'être dans un environnement avec une aussi grande peur généralisée et sociale. Et cette peur me semble pas justifiée. Et c'est la peur de cette peur qui me pousse à vouloir m'exprimer aujourd'hui. C'est mon point de départ. Et je vous dis tout de suite mon agenda, mon but. Alors, je parle avec aucune autorité que celle d'un simple citoyen qui essaie de partager aux autres le discours ou les discours que j'ai rencontrés dans les dernières semaines qui, chez moi, éveillent un sentiment de confiance. Alors que les discours gouvernementaux, les discours officiels, les discours de plusieurs journaux de masse, disons-le comme ça, n'inspire pas en moi de la confiance. Très, très loin de là. Et mon but aujourd'hui, mon agenda, tout simplement, c'est d'exprimer, de commencer à penser, à lancer un discours qui va préparer le monde d'après. Ça a déjà commencé, mais moi, le monde d'après, la COVID, le virus, j'espère que c'est un monde qui ne sera pas dominé par la peur. J'espère que c'est un monde qui va permettre aux gens de penser, aux gens de s'exprimer. J'espère que c'est un monde qui va permettre aux gens de protéger leur propre corps de la manière dont ils l'entendent. Je pense que c'est très important de protéger les gens qui décident de prendre eux-mêmes responsabilité par rapport à leurs décisions de santé. En gros, j'espère que le monde d'après va être un monde démocratique. Et c'est pourquoi je décide de m'exprimer aujourd'hui. J'ai pris la décision aussi de m'exprimer parce que ces derniers temps, j'ai simplement dit mes opinions, j'ai partagé mes découvertes et mes rencontres sur Facebook.
Et j'ai l'impression que je dois commencer à taper ses nerfs à quelques-uns, que je dois commencer à énerver. Et quand je présente comme ça 3-4 posts par jour, un peu décousu, sans fil conducteur, eh bien j'ai l'impression que peut-être pour plusieurs personnes qui me connaissent, des membres de la famille, c'est un peu, ça peut sembler un peu sorti de nulle part et sortir de nulle part et avoir pas trop de sens. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un peu mon fil conducteur, les points de départ de mes recherches et pour permettre à tout un chacun de comprendre pourquoi je suis un peu beaucoup indigné, pourquoi je comprends pas finalement le lockdown comme tel. Euh, et pourquoi j'en arrive à des prises de position peut-être qui ne concordent pas avec l'opinion générale. Aussi, je trouve ça, je vais nommer ça un Québécois en Allemagne au temps du COVID. Je trouve que ma position est privilégiée ici parce que j'arrive avec mes compétences en allemand, avec ma certaine maîtrise de la langue allemande, à traiter des informations venant de l'Allemagne. Avec mon français, j'arrive à traiter des informations qui viennent de la France, de la Belgique et de la Suisse. Avec l'anglais de l'Angleterre et des États-Unis. Avec mon québécois, eh bien, de pouvoir vous transmettre à vous, mes chers amis francophones québécois et francophones ailleurs au Canada, peut-être une information qui est plus diversifiée et qui est aussi intéressante pour vous parce que ça vous permet de peut-être comprendre ce qui se passe en Europe. C'est seulement une perspective parmi des millions, des milliers. En fin de compte, chacun a sa perspective sur le virus. Mais je constate que une certaine forme de lutte pour les droits individuels, un respect des droits individuels ne se fait pas à l'échelle gouvernementale, ne se fait pas à l'échelle des médias connus. Et s'il y a bien quelque chose de démocratique, c'est la possibilité de s'exprimer en tant que simple citoyen par Internet, sur l'Internet. On l'espère, c'est encore possible, je crois bien que oui. Et ce flot d'informations-là qui passe par des simples citoyens individus et leur propre processus de compréhension et de prise de position, de responsabilisation, eh bien, c'est lui qui fait un immense travail présentement, je pense, de passage d'informations qui nous éclairent. Évidemment, c'est une goutte dans un océan. C'est excessivement labyrinthique ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais on ne peut pas se permettre d'être passif. Ça, je suis convaincu. On ne peut pas se permettre d'être passif parce que si on veut on veut voir le monde dans lequel on veut vivre après, il y a certaines idées qui doivent germer dans la tête des gens. Et j'aimerais participer à ça, tout simplement. Alors, je trouve que l'Allemagne, c'est un pays intéressant dans cette crise-là parce que l'Allemagne est un peu au centre même, à mon avis, est un peu au centre même de la crise dans la mesure où les fameux tests qui permettent de détecter le virus même a été développé ici en Allemagne. C'est intéressant. Alors, les tests qui permettent de détecter le nouveau coronavirus viennent de l'Allemagne. Et un élément super fascinant que je trouve, c'est la lutte entre deux figures publiques maintenant. Deux figures publiques qui ont déjà été en compétition, en combat en 2009, quand il était question de la grippe aviaire, si je ne me trompe pas. Ils étaient déjà aux premières loges dans le combat et ils ont refait surface en 2020, en 2019, même un peu avant, début 2020, dans le même type de combat, le même genre de combat. Et j'aimerais vous souligner ça comme point de départ ici de mes incompréhensions ou des doutes par rapport à
l'ampleur, la dangerosité de la pandémie. Alors, je vous montre deux extraits du fameux documentaire Profiteur de la peur, un documentaire qui m'apparaît très légitime, fait par Arte, qui est une chaîne de télévision, une chaîne d'information franco-allemande. Ici, je vous montre, et c'est déjà traduit en français, vous pouvez l'écouter, ce que disait le fameux développeur, un des développeurs du test qui a permis d'identifier le coronavirus aujourd'hui. Alors, je vous permets de l'écouter. On l'écoute ensemble. Sur quoi se fonde alors la menace ressentie dans le monde entier? Les virologues sont rapidement parvenus à la conclusion que le virus était moins nocif qu'on ne le supposait. Université de Bonn. Christian Drosten est l'un des virologues qui ont découvert le virus du SRAS. Le syndrome respiratoire aigu sévère avait déclenché la première pandémie du siècle au printemps 2003. À l'époque, 8000 personnes l'avaient contracté. 918 étaient décédés quelques jours après l'infection, soit 10% des malades. Le SRAS représentait une menace importante du fait du taux de mortalité élevé, mais sa propagation avait rapidement été enrayée. Aujourd'hui, la situation est très différente. Le danger avec le virus de la grippe A, c'est qu'il touche tellement de gens qu'il se propage dans le monde entier. Mais à l'échelle d'un individu qui a contracté le virus, la létalité, la probabilité d'en mourir est extrêmement faible. Elle tourne autour de 0,1%, même si les statistiques actuelles ne permettent plus une grande précision, car les cas sont trop nombreux aujourd'hui pour être tous recensés. Dans le cas du SRAS, la létalité était 100 fois plus élevée. 10% des malades atteints du SRAS en sont morts. Alors voilà le premier chercheur ici qui est maintenant le virologue en chef. Le virologue en chef de toutes les mesures mises en place ici en Allemagne. Il s'appelle Christian Drosten, qui était déjà à l'époque faisant partie du débat par rapport à la grippe aviaire, qui s'est avéré être un virus absolument pas si dangereux que ça, même si les virus, comme le coronavirus ou l'influenza, c'est des virus dangereux. Toute proportion gardée, il s'agit de réagir d'une manière conséquente par rapport au virus. Alors, Christian Drosten, à l'époque, faisait partie déjà des gens du côté de c'est très dangereux parce qu'il se répand très rapidement, le virus. Et maintenant, je vous présente le deuxième acteur très important dans la lutte. Alors, Christian Drosten, c'est le chef de l'hôpital Charité à Berlin. Et c'est lui qu'on entend sur tous les canaux ici. C'est l'autorité, je vais dire suprême, de notre rapport au virus, de notre rapport scientifique au virus. Maintenant, je vous présente Wolfgang Wodark, ici, dans le même documentaire, qui, lui, s'est battu pour mettre les choses en perspective et pour essayer de ne pas partir en peur par rapport au fameux virus. Je vous montre l'extrait un peu. Et lui, il parle de, entre autres, la place des pharmaceutiques et leur puissance déjà au Parlement allemand. Elle n'influence pas seulement une grande part de la recherche. Elle a aussi une influence considérable sur les lois. L'épidémiologiste et député social-démocrate Wolfgang Wodarg a déjà vu la chercheur VFA à l'œuvre au Bundestag. Le VFA est si puissant qu'il lui est même arrivé d'acheter l'abrogation d'une loi au gouvernement allemand. Nous avions fait une loi de régulation des prix pour les médicaments sous brevet et le VFA a versé plusieurs millions de Deutschmark à l'époque pour qu'elle ne soit pas mise en application. L'argent est allé aux caisses d'assurance maladie avec la complicité du gouvernement. Alors voilà Wolfgang Wodark. Et cette année, en 2020, Wolfgang Wodark en Allemagne a été un des premiers à lancer sur YouTube un message à la population allemande pour dire que sa thèse de base, c'est que la pandémie, sans test pour identifier ce nouveau virus, aurait passé inaperçu. Ça semble être une thèse assez difficile à défendre. Et je vous montre
vous montre la vidéo YouTube dans laquelle il a présenté cette thèse-là. Ici, la première thèse, ici, on est le 25 mars 2020. Et Volkan Vodark a été, tout simplement, avec cette thèse-là, profondément diffamé. Alors, ça a été un fou. Et tous les journaux, passablement de masse, ont été d'accord se sont mis d'accord pour dire que cette personne-là était complètement... Elle perdait les pédales. Elle perdait les pédales. Volkan Vodark défend à ce jour encore la même thèse, un mois plus tard. Évidemment, là, je ne veux pas défendre comme telle cette thèse-là. Ce que j'aimerais défendre, c'est plutôt la confiance. C'est-à-dire, on est, pour l'ensemble d'entre nous, tous pas épidémiologues ou virologues, et on doit faire confiance aux experts. Et là, la question, c'est, on fait confiance à quel expert? Comme je vous ai dit plus tôt, ma confiance est ébranlée dans les autorités qui mettent en place les règles assez drastiques, plus que drastiques, c'est-à-dire phénoménalement, incroyablement sévères de contrôle social dans lequel on est. Et Vodark, par exemple, s'est battu à ce moment-là contre les pharmaceutiques. Et ça s'est avéré qu'à ce moment-là, il avait raison, parce que les millions de doses de vaccins que le gouvernement allemand avait déjà achetées, on les a jetées, parce qu'on n'en avait plus besoin. On n'en avait plus besoin. Vodark, c'est le genre de monsieur, encore une fois, c'est la confiance, c'est le caractère de la personne qui fait où on penche notre côté de notre expertise. Parce que le monsieur est médecin, pneumologue, et a travaillé pour des instituts de santé publique. Et justement, il a choisi de travailler pour des instituts de santé publique à l'époque. Il ne voulait pas ouvrir sa propre clinique parce qu'il dit une clinique, c'est une petite business, c'est une petite entreprise. Et une clinique, pour faire de l'argent, il faut qu'il y ait des malades. Et son raisonnement, tout simplement, c'est moi, je ne veux pas ouvrir de clinique, j'espère pas que les gens soient malades, je veux que les gens soient en santé, et où je vais pouvoir faire un impact plus important sur la santé des gens, c'est en travaillant pour un institut de santé publique. Et dans cette institution de santé publique-là, il dit explicitement, je peux mettre aussi les liens d'entrevue, quand il explique un peu son histoire, il dit, j'ai fait chier le gouvernement, les politiques, parce que j'empêchais le développement, une certaine forme de développement économique ou des projets de construction de centres d'achat à telle ou telle place, parce que d'un point de vue de la santé, c'était pas approprié. Alors ça, c'est un monsieur qui a un parcours de vie comme celui-là. Moi, ça me porte à l'écouter. Il peut se tromper, parce que tout être humain est faillible, il peut se tromper. Mais déjà, ma confiance va un peu plus de ce côté-là. Alors, Volkan Vodark, qui a été diffamé dans le processus contre Christian Drosten. Et là, avant le lockdown, je vous expose quelques experts qui sont opposés au lockdown. Encore une fois, ma position n'est pas tant de rien faire. Ma position est plutôt d'essayer d'avoir une proportionnalité dans notre réaction. D'être proportionnel et conséquent aussi par rapport à nos réactions passées pour des virus semblables. Et à mon avis, là, ici, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Avant le lockdown, ici, il y a Karin Mölling qui s'est exprimée. Karin Mölling, je vous lis ici, si on regarde, c'est écrit en allemand. C'est une virologue allemande. C'est intéressée tout particulièrement au VIH. Elle était professeure et directrice de l'Institut de médecine et de virologie à Zurich, en Suisse. Elle était aussi chef de la chaire de recherche de Max Planck Institute pour la génétique moléculaire à Berlin. Alors, on parle d'une personne qui a aussi, je crois, des compétences pour s'exprimer sur ces éléments-là. Et quand je l'ai écoutée à travers plusieurs entrevues, elle a éveillé en moi un peu un sentiment semblable de confiance.
Ici, on est au 3 mars 14, le 14 mars 2003. Ici, on a la virologue Karin Mulling comment je pourrais dire, nous demande de faire attention à la panique, à ce qui permet de faire attention à ceux qui font de la panique ici. Et c'est été une des premières, on va dire, une parmi Wodak. Karin Mulling ne défend pas les mêmes thèses que Wodak, mais minimalement, elle était absolument contre la fermeture des écoles, la fermeture des parcs, aller dehors, il faut aller dehors, il faut aller au soleil, il faut bouger, il faut activer son système immunitaire, etc., etc. Alors ici, Karin Mulling. Ensuite, un autre monsieur très tôt dans le processus, c'est ce monsieur-là ici, Zucharit Phakdee, un Thaïlandais, c'est-à-dire Thaïlandais qui a maintenant sa citoyenneté allemande, professeur de microbiologie et d'infectiologie, professeur émérite à l'université de Mainz et a été directeur de 1991 à 2012 de l'Institut de médecine en microbiologie et d'hygiène, pardon. Alors, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Et c'est un autre monsieur qui a été profondément diffamé dans presque tous les médias pour ses thèses. Et c'est un monsieur qui défend que le lockdown ici, aussi sévère en Allemagne, était absolument inacceptable. Il a écrit une lettre ouverte à Angela Merkel que vous pouvez tous lire ici et qui pose 5 questions à Angela Merkel. Ça remonte à un petit bout de temps. Zucharit Phakdee a refait surface dans le débat ces derniers temps et il défend encore la même thèse. Et ce qui est intéressant avec ce monsieur, d'abord, c'est que il n'a vraiment rien à gagner. C'est un monsieur à la retraite. Et il compare surtout son choix de venir s'installer pour de bon en Allemagne en comparaison de la Thaïlande. Et c'est justement les attributs, les caractéristiques démocratiques de l'Allemagne qui lui a permis de faire son choix. Et là, son sentiment, c'est qu'on dérive. La démocratie en Allemagne, elle est menacée. Elle est profondément menacée. Alors, ce monsieur, qui a aussi été diffamé, qui s'exprime contre le lockdown. Alors, quand je dis diffamer, je dis tout simplement qu'on s'attaque à sa personne, à sa réputation, au fait qu'il est à la retraite et qu'il n'est plus à jour dans le savoir par rapport à son domaine. Alors, on fait des attaques assez personnelles. Et ensuite, ces gens-là subissent des fameux fact-in-check. Fact-in-check après un fact-in-check. Alors ça, c'est un autre élément, mais on s'attaque à eux de manière vraiment virulente. Et c'est la virulence des attaques qui me sidère. Parce que quand je prends le temps d'écouter ces gens et leurs discours, ils éveillent en moi la confiance. Maintenant, on va faire un saut. Ici, j'ai parlé de Wodak dans son implication dans la grippe aviaire et dans son implication dans le débat maintenant, Karin Mulling, Zucharit Phakdee, il y en a d'autres. Mais là, j'aimerais faire un saut au niveau des gens qui ont eu des positions de responsabilité, même de direction dans des instituts de santé publique. Et là, on passe à ce monsieur ici qui s'appelle Yoram Lass. Yoram Lass, je vous donne quelques éléments ici de sa page Wiki, qui est un médecin, chercheur, scientifique et ancien politicien. Il a servi en tant que directeur général du ministère de la Santé d'Israël de 1992 à 1996. Et je vous laisse entendre ce qu'il a à dire sur l'histoire du COVID. Ici, on est le 31 mars. Alors, il y a mars, avril, mai, il y a un mois environ. That nobody really cares about. WHO, the World Health Organization, says that every year,
hundreds of people, we have to pay. But the pay here with the coronavirus is very reasonable, although every person's life is precious. So I'll give you the numbers. If you take the regular, usual seasonal flu that nobody really cares about, WHO, the World Health Organization, says that every year about 250,000 up to more than 500,000 people die worldwide from the seasonal flu. Now, with this crazy corona situation, up to this moment, about 35,000 people die. So 500,000 is still much larger than 35,000. Now, the number 35 will grow eventually. Évidemment, là, on fait la fameuse comparaison avec le coronavirus et l'influenza. Et à chaque fois, les gens qui font cette comparaison-là sont accusés d'être des gens qui rendent le virus anodin, qui rendent le virus pas dangereux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est tous conscients que le coronavirus, est dangereux. La question est de savoir, est-ce qu'il est plus dangereux de l'influenza? L'influenza tue des gens, le coronavirus tue des gens. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant cette réaction actuelle? Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, on disait 500 000 morts par année. On va aller voir John Hopkins. On en est rendu où avec le coronavirus? On est rendu à la moitié. 248 097. À la moitié. C'est énormément beaucoup de personnes. Mais encore une fois, là, il y a d'autres éléments de critique à ce niveau-là, mais voilà, on est rendu là. Alors, Yoram Lass, je vous conseille évidemment d'écouter l'ensemble de l'entrevue. Et on passe bien sûr à celui qui a engagé le fameux chef de santé publique en Suède, Anders Tegnell, Johan Giesecke. Johan Giesecke, je vous laisse écouter ce qu'il dit sur l'approche suédoise. A lot of confused thinking and a lot of confusion about what the correct response to a threat such as COVID-19 should be. And I just wanted to begin by getting your kind of summary thoughts of how Sweden is differing from other countries and why you think that is. The main reason is that we, or the Swedish government, decided early in January that the measures we should take against the pandemic should be evidence-based. And when you start looking around for the measures that are being taken now by different countries, you find that very few of them have the shred of evidence base. But one we know, that's known for 150 years or more, and that is washing your hands is good for you and good for others when you're in an epidemic. But the rest, like border closures, school closures, social distancing, there's almost no science behind most of these. So, what is the current... Alors, c'est pas rien comme affirmation quand même, qu'il n'y a presque aucune science derrière l'efficacité des mesures qu'on nous impose en ce moment, la part d'un monsieur qui a eu des positions assez importantes dans l'histoire de la santé, des politiques de la santé, qui a engagé d'une certaine manière Anders Tegnell, pas d'une certaine manière, mais il l'a engagé tout simplement, qui a été son successeur. Alors, c'est quand même immense. C'est quand même pas rien comme affirmation de la part de ce monsieur-là qui renforce mon doute d'une certaine manière, qui renforce mon doute et qui déplace mon centre de confiance dans tout ça.
Ensuite, au niveau des épidémiologistes et statisticiens, deux messieurs très importants dans le processus, on a John Ioannidis et Knut Witkowski. Pour John Ioannidis, pourquoi ça vaut la peine d'écouter les 2 heures, l'entrevue qu'il a donnée avant, il y a 1 mois, et l'entrevue qu'il a donnée maintenant, après les recherches en Californie. Ce monsieur m'inspire confiance. Il me semble être intègre intellectuellement. Il semble affirmer qu'il ne sait pas quand il ne sait pas, tout simplement. Et c'est aussi un monsieur qui a été très connu, très réputé pour montrer que beaucoup de recherches, c'est pas la majorité des recherches en médecine, ne sont pas vraiment concluantes. Alors, un monsieur de Stanford qui n'est pas en phase avec ce qu'on nous impose en ce moment au niveau du lockdown. Même chose pour Knut Witkowski, ici, que je vous encourage à écouter. Knut Witkowski, je vais le mettre en lien, tout simplement. À écouter, c'est dans la série Perspective on the Pandemic. Et après, on va au niveau des praticiens, parce que pour l'instant, on parle de manière théorique et aussi très intéressant au niveau des Allemands que je vous ai présentés, ainsi que le monsieur de la Suède, ainsi que Yoram Lass. C'est des gens à la retraite. Vous pourriez penser, et peut-être avec raison, que ces gens à la retraite-là, c'est facile pour eux de le dire parce qu'ils n'ont pas de responsabilité en ce moment. Alors, ils peuvent proposer une perspective critique. Pourquoi pas? On peut voir les choses comme ça. On pourrait aussi renverser les choses et se demander, eh bien, pourquoi c'est eux qui s'expriment quand le consensus actuel semble si fort? Pourquoi c'est eux qui s'expriment, les gens qui sont à la retraite? On peut certainement proposer l'hypothèse que ces gens-là osent s'exprimer parce qu'ils n'ont pas leur emploi à perdre. Il y a une pression sociale, il y a un bien-pensé collectif présentement dans l'effort de guerre que certains politiciens nous disent, qui ne permet pas aux médecins et aux épidémiologistes d'État présentement de s'exprimer d'une quelconque manière contre ou de manière critique contre ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais, par chance, il y a des praticiens qui se sont exprimés. Et, entre autres, le praticien le plus important, à mon avis, qui s'est exprimé dans toute cette histoire, c'est Didier Raoult. Pourquoi ce monsieur, à moi, m'inspire confiance? Encore une fois, tout le monde peut se tromper. Ce qui m'inspire confiance chez ce monsieur, c'est que il s'est opposé, tout simplement. Il s'est opposé de plusieurs manières aux directives étatiques. Il s'est opposé dans le traitement. Il s'est opposé aussi en sortant du cabinet ou des conseillers ayant la tâche de conseiller le président. Alors, il est sorti. Ça ne lui faisait pas. Et ce qui m'apparaît vraiment phénoménal dans son discours, c'est de voir la folie, à son avis, d'avoir empêché les gens d'être traités avec ce que lui considère être un médicament qui fonctionne et un médicament qui est accessible. Alors, Didier Raoult, je vous permets d'entendre ce qu'il a à dire au niveau des médicaments, et sa surprise de constater que c'est inouï pour lui, c'est incompréhensible. Et là, on parle d'un centre hospitalier à Marseille qui a traité, qui a des chiffres sur le COVID, et que ces chiffres-là ne correspondent pas vraiment à l'image qu'on a ailleurs sur la planète. Encore une fois, je vous encourage à tout écouter ce qu'il a à dire, mais entre autres l'entrevue d'1 heure ici, et peut-être ce petit passage de cette entrevue-là ici. Non, mais il y a un truc, c'est quand même, on disait aux gens de ne pas se soigner quand même. De ne pas les soigner quand même, c'est une vraie question. Enfin, je sais pas, à un moment, il va y avoir une vraie question. Et quand est sorti l'hydroxychloroquine et que nous, on a commencé à travailler dessus, il y a eu une réaction qui est quelque chose qui montre que c'est délirant. Encore une fois, il faudra demander au directeur de la NSM comment il a laissé courir un bruit pareil, alors que son prédécesseur, que je connais très bien, a fait officiellement
pris officiellement position en disant que c'était pas vrai. Comme le directeur de la haute autorité de santé a pris une position, et son prédécesseur a dit c'est pas vrai. Donc on est quand même dans une situation dans laquelle les deux prédécesseurs des gens qui sont là en place disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là. Donc c'est pas de la science, là, c'est de... Là, je trouve ça très, très intéressant parce que les prédécesseurs qui disent que les gens en place n'ont pas raison, ici, c'est déjà arrivé en Allemagne avec le prédécesseur de Drosten. Krüger a dit la même chose. Et là, les seuls à mon avis, qui s'entendent, c'est Suède. Mais là, à ce niveau-là, ici, les prédécesseurs ne sont pas d'accord avec les gens en place, en pouvoir. Ça se répercute, ça recommence. Opinion, hein. Et avoir l'opinion que l'hydroxychloroquine est un grand poison, c'est une opinion de fou. Voilà, ouais. C'est quelque chose. On se demande... Pourquoi cette cabale? C'est pas une cabale, j'en sais rien, les choses sont multiples. Encore une fois... On parle d'enjeux de laboratoire, d'enjeux économiques... Vous savez, je sais pas quel rôle ça joue, et je peux vous dire que les fluctuations de Gilead font qu'il s'est échangé pour 9 milliards de dollars d'actions en un mois et demi. Je laisse l'information s'intégrer. Donc, Gilead, laboratoire pharmaceutique américain fabricant le Remdesivir, considéré comme efficace contre le coronavirus par synthèse opposante du professeur Raoult, 9 milliards de change. Bon. D'accord. Donc, là-dedans, il y a eu des perdants, mais il y a eu des gagnants, quand même. C'est pas des petits sous. Comme en plus de ça, beaucoup de gens qui interviennent, moi je vous conseille, si vous n'avez pas ce site là qui est très bien, qui s'appelle Eurodoc sur le financement des collègues, vous n'avez qu'à regarder les gens qui vont sur les plateaux de télévision, combien ils ont gagné dans les 4 dernières années, ça va vous faire peur. Hein. Moi, celui qui m'a menacé, c'est celui qui a été le mieux payé, il a touché plus de 500 000 $. Pendant cette période Pendant cette période de 6 ans, là. Non, sur les 6 dernières années, plus de 500 000 $. D'accord. Donc, si vous voulez, moi, après, je suis pas... C'est incompréhensible pour ce médecin qu'on ait laissé courir le bruit que son traitement était absolument dangereux. Et là, il pointe du doigt dans une certaine direction pour essayer de comprendre. Et moi, je repointe du doigt dans la direction de notre point de départ d'aujourd'hui, qui était le documentaire Profiteur de la peur. Je vois pas comment c'est possible qui est en train de se passer ici. Je ne vois pas comment c'est possible ce qui est en train de se passer ici. Il y a des phénomènes sociaux qui ne rentrent pas dans mon esprit. Et là, parmi d'autres, pour soutenir son point de vue à M. Raoult, un des médecins praticiens qui s'est exprimé assez rapidement contre cette folie du coronavirus, c'est le monsieur ici qui s'appelle Klaus Kuhnlein, qui a écrit un livre qui s'appelle « La folie du virus », ici, et je vous lis simplement le titre. La grippe porcine, la grippe aviaire, SARS, BSE, hépatite C, AIDS, polio, comment l'industrie de la médecine invente constamment de nouvelles pandémies pour faire des profits sur le dos de l'ensemble de la population. Alors, ce monsieur-là était un des premiers à s'exprimer publiquement pour dire que là, il y a un peu de... Il y a de la folie qui est en train de se passer ici. Klaus Kuhnlein. Et là, les deux derniers praticiens au niveau des États-Unis qui font débat ici, c'est ces deux messieurs-là. Le dernier épisode de... Où on est rendu? Dernier épisode... Je ferme ici. YouTube. Où sont-ils? Perspective Dan Erickson. Et voilà. Ils sont ici. Alors, je ne l'ai pas écouté encore au complet, mais j'ai déjà écouté la première conférence de presse à ces deux médecins-là qui sont des
des gens qui luttent présentement, qui se font aussi diffamer et rouler dans la boue. Et je comprends pas pourquoi, on va jusque-là, dans la mesure où quand je les écoute, leur discours m'apparaît sensé et logique. Et c'est sur des praticiens qui ont, en Californie, fait le plus de tests dans la région en Californie et qui donnent leur point de vue et qui n'est pas un point de vue partagé par la majorité. Alors, des praticiens, Didier Raoult, qui est parmi un des plus connus, je me remets, qui eux aussi marquent leur incompréhension actuelle. Et je fais le saut à un anthropologue suisse maintenant de la médecine et de la santé. Parce qu'ici, ce qui est en train de se jouer ici, c'est beaucoup plus un problème social et politique qu'un problème de santé. Encore une fois, je répète, le virus est dangereux, mais je ne pense pas que le virus est plus dangereux que la grippe. Et l'anthropologue ici de la santé fait une entrevue absolument phénoménale d'1 heure qui permet d'éclairer un peu ce qui est en train de se passer présentement. Et voilà, je vous laisse le début de l'entrevue. Aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus, ni moins. Ce qui est rassurant quand même. Et puis, depuis le début, on a ce traitement médiatique assez halluciné qui en fait une espèce de catastrophe apocalyptique avec un ensemble d'indicateurs qui sont balancés à la face des gens et dont j'ai dit depuis le début, vous feriez la même chose avec la grippe année après année ou avec les cancers ou avec les maladies cardiovasculaires, vous généreriez le même état de terreur dans la population. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est que il y a effectivement une mortalité très importante dans nos pays, plus que partout ailleurs, avec un discours de la part des autorités qui est intenable sur le plan scientifique, qui est le fait de dire « heureusement qu'on a confiné les gens, regardez le nombre de morts que ça génère, puis si on ne l'avait pas fait, il y aurait encore plus de morts ». Alors qu'une analyse scientifique de la situation montre que les pays où les taux de mortalité ont été les plus faibles, et je rappelle quand même qu'en Corée du Sud, le taux de mortalité était de 4 par million d'habitants. En Suisse, actuellement, on est à 180. En Espagne, on est à 400. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur. Il y a 100 fois plus de morts proportionnellement en Espagne qu'en Corée. Toute l'épidémiologie infectieuse nous apprend que ce qu'on a fait est l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il ne faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait. Il faut dépister très rapidement pour voir quelles sont les personnes contagieuses et elles les isoler le temps qu'elles ne le soient plus. Et si jamais on fait ça, l'épidémie passe en quelques semaines sans faire de dégâts. Nous, on a fait tout l'inverse, avec des pertes massives. Donc ce que je dis, c'est que l'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques. Sont des morts comme conséquence d'une politique sanitaire imbécile et létale. Donc ça a tué des milliers de personnes, des décès évitables si on avait réagi intelligemment, et des autorités qui viennent nous dire d'une manière mais scandaleuse. Regardez à quel point le virus est dangereux. Alors de nouveau qu'il n'est pas plus dangereux que le virus de la grippe. Donc on marche. C'est des affirmations assez exceptionnelles. Et quand j'écoute ce monsieur et la logique interne de son discours et ses recherches, les conclusions de ses recherches, ça m'apparaît excessivement sensé. Et là aussi, j'ai un élan de confiance. Et quand on combine l'entrevue de Jean-Dominique Michel avec l'entrevue d'1 heure du professeur Raoult, on a ici, on nous dirige dans une explication de problèmes sociaux qui nous a amené à peut-être avoir plus de morts ici qu'ailleurs sur la planète dans notre stratégie de lutte au COVID, dans la mesure où on cherche d'une certaine manière à gérer un nouveau problème, toujours avec une nouvelle technique. On nous pousse constamment la nouvelle technique comme étant la solution potentiellement miracle aux problèmes qui émergent. Et ça tire à sa fin. C'est probablement la fin, on espère que c'est la fin,
Mais au niveau du discours public, présentement, c'est loin, loin, loin d'être la fin. Je pense qu'au Québec, c'est peut-être la fin présentement parce que le discours de « on n'attendra pas un vaccin pour se déconfiner » est arrivé au niveau des plus hautes échelles de politique. Mais en Allemagne, c'est pas arrivé. Et c'est ça qui me pousse aussi à faire cette vidéo et à m'exprimer. Parce qu'ici, on fait vraiment tout le contraire. On va encore plus loin dans la logique. La logique de Trudeau, si je ne me trompe pas, la logique de « il n'y aura pas de retour à la normale tant aussi longtemps qu'on n'aura pas de vaccin ». Et je reçois je subis une campagne publicitaire du gouvernement sur mon newsfeed Facebook qui m'explique à quel point les vaccins, c'est extraordinaire et qui m'explique à quel point merci Bill et Melinda Gates pour l'argent que vous nous proposez. Ici, je répète des choses qui ont été dites à plusieurs reprises. J'espère que vous commencez à les avoir entendues, que Bill et Melinda Gates financent l'Organisation mondiale de la santé à plus de 500 millions sur un budget de 2,4 millions environ. Là, c'est des chiffres que j'ai entendus ici et là. Il faudrait que je les vérifie, mais le financement est très élevé. Là, je suis assez certain au niveau du journal Der Spiegel ici, la fondation Bill et Melinda Gates finance à la hauteur de 2,5 millions. L'argent de Bill et Melinda Gates est dans le Johns Hopkins University, qui vous donne les chiffres de mort et tout à tous les jours. L'argent de Bill et Melinda Gates est dans le RKI, l'Institut de santé publique allemand. Et le gouvernement est en train de présentement proposer un projet de loi qui va, ni plus ni moins, nous obliger à nous faire vacciner. Et là c'est trop pour moi. C'est trop. Je refuse. Je refuse. Parce que ce que j'entends, ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant au niveau du vaccin, c'est que ça prend minimalement 12 à 18 mois pour faire tous les tests de manière sécuritaire. Je refuse parce que c'est quelque chose que mon système immunitaire peut probablement faire par lui-même. Je refuse parce que notre corps est tellement un organisme complexe, notre santé, notre biologie est tellement complexe et on essaie toujours de guérir un endroit tellement précis, notre corps, pour nous sauver. Non, je refuse. Et c'est pour ça que je décide de m'exprimer comme ça aujourd'hui. J'espère vous avoir montré des gens en qui vous pouvez avoir confiance ou d'autres personnes en qui une confiance peut émerger. Parce qu'on n'est tous pas experts de ces milieux. Ça revient à une histoire de confiance. Et voilà. Moi, j'ai pas confiance en ces méga entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Et la prochaine couche qu'il faudra peut-être, le prochain rideau qu'il faudra ouvrir, ça sera peut-être dans un prochain vidéo, c'est le rideau de l'économie. Ici, comme Didier Raoult a déjà mentionné, il y a des flots d'argent qui se déplacent et ce sera peut-être le prochain sujet. Voilà. Merci tout le monde. Au revoir.